Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a inauguré le nouveau siège d'Euronews. Il est aux commandes de la diplomatie belge depuis maintenant 4 ans. Européen convaincu, il plaide pour le libre choix des peuples à intégrer ou quitter l'Union. Nous l'avons interrogé sur les défis économiques et migratoires auxquels l'Europe doit faire face. Dans ces nouveaux lieux. Didier Reynders, pardonnez-moi l'expression, vous êtes un vieux routard de la politique belge. Vous étiez notamment ministre des Finances en 1999 et vous avez piloté le passage à l'euro. 15 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez de la monnaie unique? Est-ce que ça valait le coup? Oui, je crois que c'est une monnaie qui a vraiment renforcé la position de l'Europe sur la scène internationale. Et pour prendre un seul exemple dans le domaine industriel, depuis l'euro, Airbus a gagné en compétitivité par rapport à Boeing, par exemple, simplement parce qu'on peut négocier des contrats en euros, on peut travailler à la grande exportation en euros. Ça a évidemment facilité la vie aussi d'un très grand nombre d'entreprises sur le territoire européen. Et puis pour les jeunes générations, c'est devenu la monnaie. Et c'est probablement un des derniers rêves européens réalisés. Il faudrait maintenant trouver d'autres rêves d'ailleurs à présenter aux populations. C'est pas faux, mais entre ceux qui n'ont jamais voulu entrer, ceux qui veulent en sortir, est-ce que cette grande et belle idée tient bon face à ces poches de résistance? Mais on voit que l'euro tient la route simplement parce qu'on a pu renforcer d'abord les instruments. La Banque Centrale Européenne maintenant a un vrai rôle de contrôle des banques et la crise bancaire est passée par là. Mais on voit surtout l'évolution. En 99, quand j'ai commencé comme ministre des Finances, nous étions 15 dans l'Union Européenne. Alors, je suis resté une douzaine d'années dans ce département, mais aujourd'hui, on est 19 dans la zone euro. Si on vous avait dit il y a 15 ans que ce passage allait se faire, personne ne le croyait à ce rythme-là. Et ça va certainement encore progresser. Et la sortie de l'euro de la Grèce, c'est envisageable selon vous? C'est envisageable d'abord si les Grecs le souhaitent. Pourquoi pas en Europe aussi des choix à un moment donné, mais faits par les peuples. Il y a quelque temps sur cette question, vous disiez que ce serait quand même très très dommageable. Je ne dis pas que ce serait simple de voir la Grèce sortir. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que la Grèce reste dans l'Union et dans la zone euro. Je souhaite que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Mais on ne peut pas aller à l'encontre des choix s'ils sont clairs, définitifs de différentes populations dans différents pays. Mais si ça devait être le cas, on a les moyens de gérer une crise comme celle-là. La crainte que l'on avait il y a quelques années, c'est que cette sortie, par exemple, entraîne ensuite une réflexion sur le Portugal, sur l'Espagne, peut-être sur d'autres. C'est ça la grande crainte. Aujourd'hui, on s'est doté de moyens d'action beaucoup plus forts. Mais je le répète, ma préférence, c'est que l'on trouve dans les heures et les jours qui viennent un accord avec la Grèce. Et l'accord, il est assez simple, finalement. On peut donner du temps à la Grèce. Pour moi, la Grèce peut mettre énormément de temps à rembourser sa dette. On peut diminuer très très fortement les taux d'intérêt parce qu'on gagne toujours de l'argent sur les prêts que les États européens font à la Grèce, mais la Grèce doit s'engager à revenir vers une trajectoire vertueuse. Justement, des mouvements comme Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne, qui vient de bousculer le paysage politique espagnol, témoignent d'un rejet de certaines politiques quand même de l'Union. Vous les prenez au sérieux, ces mouvements-là ? Oui, tout à fait, parce qu'on vit cette évolution dans beaucoup de pays. Et donc des pays qui ont beaucoup plus souffert, notamment des pays du sud de l'Europe, je peux comprendre que ces pays voient aussi émerger des courants politiques qui veulent autre chose. Alors c'est pas nécessairement un rejet de l'Europe. Oui, d'ailleurs ils le disent. Ils sont pour une Europe plus sociale, une Europe différente. Donc, une Europe différente. Et c'est un débat que l'on peut avoir. Je ne partage pas nécessairement les thèses de ces formations politiques, mais je peux comprendre qu'il y a un vrai débat sur les orientations politiques. Ce que j'aimerais simplement que l'on comprenne aussi en Grèce ou dans d'autres pays, c'est qu'il appartient d'abord au gouvernement mis en place de changer la politique nationale. Et donc ce que j'attends par exemple du gouvernement grec aujourd'hui, c'est de nous dire, mais voilà les mesures que l'on va prendre. Par exemple, quand en Grèce, un parti dit ce qu'il faut faire, c'est taxer les riches. Mais faites-le. C'est le choix des Grecs. Je ne dis pas que je suis favorable au programme d'un parti politique qui est maintenant au pouvoir en Grèce, mais s'il a des options, qu'il les mette en œuvre. Alors la Grande-Bretagne, où David Cameron vient d'être réélu, a promis un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est un coup de poker, selon vous? C'est toujours dangereux, parce que quand on organise une consultation populaire ou un référendum, on ne sait jamais exactement sur quoi la population va se prononcer. Mais ça étant, il pose une vraie question, une question que les Européens doivent accepter de se poser aussi. Quels sont les niveaux de compétences qui doivent être organisés en Europe? Est-ce qu'une matière doit être gérée au niveau local, d'une municipalité, au niveau national, régional ou européen? Alors lui doit accepter que certaines compétences soient de plus en plus européennes. Je pense à la défense, à la sécurité. Mais je suis tout à fait partisan de l'idée qu'un certain nombre de matières pourraient retourner beaucoup plus vers le niveau national, régional ou local. Justement, quelles sont les concessions qu'on peut lui faire à Cameron et quelle est la ligne rouge?
Mais la ligne rouge, c'est essentiellement de ne pas travailler à la carte, de ne pas dire chaque pays va choisir. Ça doit être une décision européenne. On doit garder la méthode communautaire. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, l'Europe vit sous la menace terroriste. Vous êtes aux premières loges en tant que ministre des Affaires étrangères des discussions. Il y a des avancées sur le domaine de la coopération antiterroriste? Il y a des mesures immédiates qui ont été prises. D'abord des mesures de protection. On le vit dans différents pays. La deuxième mesure importante, c'est l'échange d'informations. C'est comme cela que l'on peut lutter le plus efficacement pour suivre à la trace notamment des combattants étrangers. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est pas prévu dans les compétences clés de l'Union européenne. Non, le Belge d'ailleurs qui est en charge de la coordination pour le terrorisme, de lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, s'en plaint souvent. Il n'a pas de coordination des services de renseignement, par exemple. Est-ce qu'on peut être vraiment efficace alors? Ça progresse. J'aurai l'occasion à Lyon de visiter Interpol parce qu'en matière de police, c'est notamment à travers Interpol que l'on échange de l'information. Et c'est efficace. C'est la priorité. Partout dans le monde, chaque fois je plaide pour que cet échange de renseignements se développe. Les données concernant les passagers dans les vols aériens. Alors ça m'a fortement frappé parce que on nous dit c'est la protection de la vie privée, alors que ce sont des données simples. C'est le nom, le prénom, la nationalité que l'on demande, savoir où quelqu'un se déplace. Et puis quand un drame intervient, je pense à cet accident d'avion du vol Barcelone-Düsseldorf de Germanwings, dans les 2 minutes, je veux dire que comme ministre, on me contacte pour savoir qui était à bord. Et notamment s'il y avait des Belges, comme on vous interroge tous sur nos nationaux. Mais comment voulez-vous que je le sache si on n'a pas cette banque de données? Donc quand il s'agit d'un accident, tout le monde trouve normal que l'on ait l'ensemble des données pour lutter contre le terrorisme, non. Ça n'a pas de sens. Parlons d'immigration. Le drame des clandestins bouleverse chaque jour l'opinion publique. Cette idée de répartition des demandeurs d'asile, c'est une belle idée, mais est-ce que c'est pas qu'une belle idée? On doit avoir une solidarité plus forte à l'échelon européen, d'abord en asile. On doit respecter ce droit d'asile. Quand des personnes sont persécutées dans leur pays, on doit les accueillir. En matière de migration économique, de gens qui quittent leur pays parce qu'ils sont poussés par la misère, on doit d'abord, ensemble, travailler dans les pays d'origine. Ouais, c'est l'aide au développement. Ça fait des années qu'on Ça fait des années, mais on ne le fait peut-être pas assez. Et on doit peut-être faire comprendre, notamment à nos populations en période de crise, que si on ne le fait pas par générosité, on doit aussi le faire par intérêt. On a tout intérêt à ce que des gens n'aient pas envie de quitter leur pays, poussés par la misère. Puis il faut lutter contre les trafiquants. C'est ce qu'on a décidé, c'est de la traite d'êtres humains qui est en cours pour l'instant. On voit bien ce qui se passe en Méditerranée. Il va falloir travailler sur toute la chaîne et être un peu plus ouvert. Alors, j'aime pas trop qu'on parle de quotas, mais au moins un effort partagé. Qu'on accueille un peu partout ces personnes, et si on ne sait pas les accueillir, ou si ces personnes ne veulent pas aller dans tel ou tel pays, il y a une charge aussi qui peut être répartie. Je pense à la charge financière que représente l'accueil. Didier Reynders, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci.